C'est un sujet douloureux, donc on va essayer de le faire de façon extrêmement respectueuse, précise, mais on va essayer aussi de trouver de l'espoir ensemble. Donc je vais passer dans cette partie-là. Et peut-être aller à la première diapositive. Excusez-moi. Cette première diapositive qui est le titre, où je vais essayer d'aborder deux parties. La prévention du suicide proprement dite, avec quelques exemples concrets, et puis la prise en charge des suicidants. Les suicidants sont les personnes qui avaient des idées de suicide, ont eu l'intention, ont programmé quelque chose et ont passé à l'acte, mais ne sont pas décédés. Suicidaire, c'est avoir des idées, voire plus. Suicidant, c'est avoir passé à l'acte. Suicider, hélas, c'est être décédé par suicide. Donc c'est le cheminement que je vais adopter. On va prendre quelques définitions et voir quelques stratégies. Alors premièrement, le mot tentative de suicide, c'est un comportement où on s'auto-agresse avec une issue non fatale et la preuve quasiment explicite ou implicite que la personne voulait mourir. C'est la définition d'une tentative de suicide. Il existe un geste un peu compliqué qu'on appelle les tentatives interrompues. Par exemple, quelqu'un se penche sur la rambarde d'un pont élevé, pas loin de tomber, mais se retient. Il n'y aura aucune blessure, et pourtant, ça s'est joué à peu de choses. On appelle ça des tentatives de suicide interrompues. Elles sont très piégeuses sur le plan clinique parce que la personne est intacte. Elle vient sur ses pieds. Et pourtant, elle aurait pu être morte. Donc ça, c'est à bien identifier comme situation. Il n'y a pas de blessure du corps, mais ça aurait pu être totalement fatal. Il faut aussi distinguer la tentative de suicide de l'automutilation. L'automutilation se voit un peu plus chez les jeunes filles, et c'est surtout de la blessure du corps pour apaiser une souffrance psychique. La personne va souvent, par exemple, se couper superficiellement, mais de très nombreuses fois. La personne ne veut pas mourir, elle veut se faire mal physiquement pour arrêter de penser des pensées d'autodévalorisation, des pensées éventuellement relatives à l'enfance qui a été massacrée par de la négligence parentale, de l'abus physique ou de l'abus sexuel. On le voit beaucoup dans le trouble de personnalité appelé état limite ou borderline. Je préfère le mot état limite parce que c'est en français. Donc l'automutilation, ce n'est pas du suicide, mais les personnes qui font des gestes et des gestes d'automutilation peuvent un jour être épuisées et en arriver à penser au suicide. Et là, elles ne vont pas couper beaucoup, elles vont couper qu'une artère. Donc à bien distinguer. Enfin, il y a la question de la mise en danger intentionnelle, sans l'intention de se donner la mort à coup sûr. Je vous donne un exemple un peu saisissant, qui fait froid dans le dos, qui s'appelle la roulette russe. La roulette russe, c'est 5 chances d'en réchapper et une chance de mourir. Quand vous avez mal à la tête, quand les gens vont très très mal, ils ne veulent pas prendre 5 faux médicaments à côté d'un vrai médicament. Ils veulent à coup sûr arrêter de souffrir. Donc ces conduites de risque sont à distinguer des préparatifs suicidaires où la personne se donne à la fois toutes les chances de moins souffrir. Je suis à votre disposition, donc s'il y avait des choses compliquées qui vous bloquent, vous m'arrêtez, je ne serai pas persécuté. La dernière chose, vous n'avez pas compris. Que dans la roulette russe, où il y a 5 chances de ne pas mourir et une chance de décéder, avec un pistolet, on ne va pas le classer dans le suicide. On va le classer dans la mise en danger intentionnelle, sans l'intention de se donner la mort à coup sûr. Quand les personnes sont profondément suicidaires, qu'elles n'en peuvent plus, elles ne vont pas jouer avec ça. Elles vont mettre toutes les chances, et drôle de chance, de leur côté pour arrêter la souffrance.
pour ne pas mettre tout le monde dans le camp du suicide, et bien analyser les différents comportements. La prévention du suicide comprend 4 niveaux. Premièrement, un niveau très général qui est la promotion de la santé. Promotion de la santé, c'est faire en sorte que dans une société, on ait le goût de se protéger et le goût de protéger les autres. Ça peut se faire dans une école, dans un lycée, dans un quartier. Donc c'est des facteurs très généraux, mais non spécifiques au suicide. Ça ne s'appelle jamais prévention du suicide, mais on protège, on est solidaire, on s'entraide, on se détecte, on se soutient. J'inclus un concept que j'ai un peu créé qui s'appelle la prévention des souffrances inutiles ou affections nosocomiales. Je dis bien affection nosocomiale. C'est quelqu'un qui va mal et qui arrive à l'hôpital et qui attend 12 heures aux urgences. Vous imaginez combien sa souffrance peut être augmentée parce qu'il se sent encore le dernier de la liste, qu'il va passer après tout le monde, il va s'épuiser et à la fin peut-être qu'il va partir par impatience. Donc c'est comment dans une société, les personnes en détresse n'ont pas une souffrance redoublée par le système qui veut les aider. Deuxième niveau, c'est la prévention du suicide proprement dite, c'est-à-dire identifier les facteurs de risque. Par exemple, le premier risque de suicide, c'est la dépression non traitée. Donc c'est faire en sorte que les personnes déprimées soient diagnostiquées et traitées. Si on les traite suffisamment précocement, on va avoir une diminution de la souffrance et elles n'iront même pas au stade des idées de suicide. En revanche, si elles ne sont pas traitées, leur vie va se compliquer et elles peuvent arriver à penser au suicide parce que leurs souffrances sont durables et insoutenables. Troisième niveau, et on l'abordera dans l'approche pour les suicidants, c'est qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a des idées, a une intention, a une programmation, voire même, dans le cas des suicidants, a commencé son geste, l'a interrompu par elle-même, ou a été découvert par quelqu'un, où le geste était insuffisant pour donner la mort. Ça sera l'intervention face à une crise suicidaire. On considère que c'est un geste équivalent quasiment à détresse vitale, c'est-à-dire ce que l'on fait quand quelqu'un a un arrêt cardiaque, un arrêt circulatoire ou une perte de connaissance. C'est des gestes de sauvetage élémentaires. Quatrième niveau, c'est la postvention. On parle de postvention, c'est-à-dire l'après-suicide. Et probablement, parmi vous, il y a des personnes qui ont dû perdre des proches par suicide. Vous savez, la douleur de découvrir le corps, éventuellement, de porter secours, comment vous annoncez le décès, comment vous avez vécu le deuil, comment on a évité qu'il y ait d'autres suicides dans un hôpital, une maison de retraite, une école. Donc la postvention, c'est l'ensemble des interventions que l'on fait après la survenance d'un suicide. Pour l'instant, c'est à peu près clair? 4 niveaux. J'avais fait un petit schéma en 1998 où un des premiers ministres, non pas premier ministre, mais des ministres qui s'est intéressé à la question du suicide, Bernard Kouchner, j'avais fait un petit schéma assez simple. Vous voyez S comme suicide, S comme une piste noire avec des virages dangereux, 2 virages. Le premier virage, c'est l'apparition des idées de suicide. Deuxième virage, pas obligatoire, c'est la tentative de suicide. Avant l'apparition des idées, on parle de phase pré-suicidaire, on appelle ça la prévention du suicide, traiter notre patient déprimé avant qu'il ait des idées. Mais si notre patient déprimé en arrive à avoir des idées, on va parler de phase suicidaire, et là on parle d'intervention de crise.
Et là, s'il y a une tentative de suicide, létale, mortelle ou non, on va parler de phase post-suicidaire et on va parler de post-vention. Donc ce petit schéma, c'était pour se mettre d'accord sur des concepts, en somme pour s'entendre, pour savoir quelles sont les actions à faire, quels sont les acteurs, quel est le rôle de chaque institution. Les services de pompiers, de secours, la police, les services d'urgence, les infirmières, les éducateurs, la mairie, les bénévoles, la famille, quasiment tout le monde. Quasiment toute la société peut se mettre autour de ce schéma de souffrance. Ce schéma est relativement simple, en apparence. Non, il est compliqué. Mais il vous dit que le phénomène du comportement suicidaire est complexe. Il dépend d'événements de vie, de troubles de l'humeur comme la dépression, qui peuvent conduire à une idée. Cette idée va être plus ou moins développée en fonction de l'impulsivité de la personne. Des personnes qui tombent amoureux rapidement, rejettent rapidement, passent à l'acte rapidement. En fonction du désespoir et du pessimisme, le sentiment que rien ne pourra aider, détourner de ce chemin vers le suicide. L'accès aux moyens. Est-ce qu'il y a une arme à feu chargée constamment dans la maison? Au contraire, on feuillette un vieux catalogue de Manu France. C'est pas pareil. La distance n'est pas la même entre la main et l'objet. Donc l'accès aux moyens létaux. Et puis le phénomène d'imitation, dans quelle mesure, dans un lycée, un collège ou par la presse, le suicide de l'un peut éventuellement inspirer le suicide de l'autre. Le phénomène d'imitation. Donc en face de ce schéma, ce processus, on met en place différents modes d'action. Je ne vais pas les détailler, mais je vais, dans les diapositives suivantes, vous donner quelques exemples concrets d'actions qui permettent de se positionner le long de ce processus de détresse et intervenir. Je prends l'exemple d'un pays. La plupart des pays beaucoup de pays ont des programmes de prévention du suicide. La France en a eu un entre 2000 et 2005. Et il y en a un qui est en conception. Il y a un petit peu de retard. Mais j'espère que nous aurons bientôt un nouveau programme de prévention du suicide. La Nouvelle-Zélande est un beau pays et qui a essayé d'avoir une vision sur ce thème-là. La vie vaut, a de la valeur. Et il faut la protéger. Le but, c'est réduire le taux de suicide, qui est moins de morts. On va avoir des principes, c'est-à-dire qu'on va prendre les meilleures actions dont l'efficacité a été démontrée. Et on va se fixer cet objectif, promouvoir la santé mentale et le bien-être, j'appelle ça promotion de la santé, améliorer le soin aux personnes souffrant de troubles mentaux, la dépression, la schizophrénie, l'abus d'alcool chronique, etc., les troubles de la personnalité, améliorer l'aide aux personnes ayant fait une tentative de suicide, on en parlera tout à l'heure, réduire l'accès aux moyens, notamment les armes à feu et certains médicaments, relater de façon saine le suicide dans les médias pour ne pas donner l'exemple, donner un mauvais exemple, et dire que la personne allait mal, ne trouvait pas d'aide, a beaucoup souffert, et que si on est mal, il faut demander de l'aide. Soutenir les personnes, les familles affectées par un suicide ou une tentative de suicide. Même une tentative de suicide, ça déstabilise la famille durablement. Et puis enfin, évaluer ces actions et voir les résultats que cela donne. Donc la Nouvelle-Zélande est un pays intéressant parce qu'il est un des plus aboutis dans la qualité de son programme. Ne croyez pas que ces programmes soient réservés aux pays très développés. Le Sri Lanka a un programme très intéressant de prévention du suicide, notamment chez les femmes. Même la Lituanie a des programmes. Donc ce n'est pas l'apanage de pays très développés qui ont des gros moyens. Je crois que l'on peut être intelligent et économiser les moyens. Donc trouver les actions les plus faibles qui ont le meilleur rendement. Un exemple d'action, ce sont les campagnes de sensibilisation et d'information. Reconnaître les causes du suicide, les signes, dire que les personnes recherchent de l'aide,
demandent des soins dans les derniers mois, dans le dernier mois. Une étude à Saint-Étienne a montré que les personnes cherchaient de l'aide, allaient voir des médecins, avaient des changements thérapeutiques. Elles ne sont pas isolées, elles cherchent de l'aide, mais pas toujours une aide appropriée. Il y a eu des campagnes quant à la dépression, pour la diagnostiquer. La dépression peut être considérée comme la première cause de suicide, notamment la dépression non traitée. Et c'est pour ça que l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé, a fait une campagne que vous avez dû voir sur les chaînes de télévision, sur les radios, tout récemment. C'est un investissement très lourd et très fort de l'INPES, à hauteur de 5,8 millions d'euros. Ce qui n'est pas rien. L'impact recherché, c'est qu'une personne déprimée puisse dire « Tiens, on parle de moi, c'est peut-être moi ». Donc, c'est la capacité à mettre un mot sur un trouble intérieur profond. Je vous invite, pour ceux qui aiment lire, de relire l'ouvrage de Philippe Labro, qui doit être tombé 7 fois et se relever au moins 7 fois, si ce n'est 8, ou de relire William Styron, qui doit être Aux portes des ténèbres, un Darkness Visible, qui a été publié, je crois, en 90, et qui raconte bien combien la dépression, quand elle n'est pas traitée notamment, est un fardeau. Il dit à un moment, j'étais comme une gousse vide. Un grand écrivain qui devient comme l'enveloppe, vous savez, d'un petit pois. Vide, plus rien dedans, plus rien à s'accrocher. Il dit même que si on n'a pas vécu la dépression, on a beaucoup de peine à s'imaginer ce que ça peut représenter. Les résultats de ces campagnes sont difficiles à évaluer parce que c'est loin de la prévention du suicide. C'est en amont, c'est sur un facteur de risque. Mais quand même, une campagne faite en Allemagne, avec beaucoup de soutien, la publicité dans le métro, la formation des policiers, des généralistes, a permis une diminution de 18% du taux de suicide dans les 9 mois suite à la campagne. La campagne de prévention fait une pression. Hélas, quand la campagne s'arrête, la pression diminue. Il faut mettre une pression de prévention. Ça me semble absolument indispensable. Ce n'est pas du sprint, c'est du marathon. Il faut continuer, continuer, continuer et ne pas s'arrêter. Une action dans les écoles, assez intéressante aux États-Unis. Parmi des milliers de jeunes, quels sont les élèves à risque ? Une fois qu'on les a identifiés, on leur propose des sessions en face à face pour mieux les évaluer, pour chercher leur motivation, avec des conseillers en soins. Des petits groupes, comment s'entraider, comment faire face à l'adversité, quand les parents se disputent, quand on a une mauvaise note, etc., quand on a envie de se bagarrer plutôt que d'étudier. Résultat de l'intervention, baisse des idéations suicidaires fréquentes à cet âge-là. On estime que dans cette tranche d'âge, environ, pour les jeunes filles, 16% ont des idées de suicide dans l'année écoulée. 16%. Sur 100 000, ça fait 16 000 jeunes filles. Donc c'est très fréquent à cet âge-là. Baisse des idées, réduction de la colère, réduction de l'anxiété, meilleur résultat pour les filles. C'est souvent le résultat qu'on obtient dès qu'on fait une offre de prévention meilleure. Les premiers, ou plutôt les premières à s'accrocher à ça, les femmes, les jeunes filles. L'enjeu de la prévention du suicide, c'est où sont les hommes ? Comment les rejoindre ? Et mesdames, vous êtes présentes, bien présentes ici, où sont les hommes ? Allez les chercher. Allez les investiguer. Qu'est-ce qu'ils ont au fond de la tête? Quelles sont leurs motivations? Pourquoi passent-ils la soirée en compagnie blafarde d'un écran cathodique, la télévision, alors qu'il serait mieux à coincher, faire une belote ou papoter? Comment les sortir de leur fauteuil? Leur supprimer leur fauteuil? Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Intéressant comme action,
quand ils ont identifié des jeunes qui n'allaient pas bien, ils ont dit aux parents, votre jeune ne va pas bien, il est même suicidaire. Avez-vous quelque chose à la maison qui pourrait être dangereux pour lui? Médicaments, alcool en grande quantité, armes à feu. Et on voit que les parents sont intelligents, ils ont réduit l'exposition aux facteurs de risque, et notamment pour les armes à feu. Quand il y avait une arme à feu, elle a été retirée dans 100% des cas. On était aux États-Unis, environ 50% des foyers ont une arme à feu. Mais en France, c'est 20%, 22%, un foyer sur 5. Je ne veux pas faire lever le doigt pour dire ici qui a une arme à feu à la maison. Une ancienne, mais il y a entre 10 et 20 millions d'armes à feu en France. Donc, Bowling for Columbine, c'est aussi en France. Mais comme on est très discret et qu'on a beaucoup de pudeur, on n'en parle jamais. Mais on pourrait faire le même film en France. Pas tout à fait, mais presque. On parle beaucoup de prévention du suicide dans les entreprises. Vous avez entendu parler des centrales nucléaires, Chinon, de Renault, de Peugeot. Des organisations comme l'US Air Force ont fait des programmes intéressants. On doit protéger les citoyens. Premier devoir, se protéger nous-mêmes. La gendarmerie française essaye de faire ça actuellement. Nous devons protéger les autres. Apprenons d'abord à nous protéger. Et on montrera l'exemple. Donc, sensibiliser aux facteurs de risque de suicide, informer sur les possibilités d'être aidé au sein de l'armée, de l'US Air Force, réduire la stigmatisation liée à la demande d'aide. Être fort, c'est demander de l'aide. Être fort, c'est dire qu'on est faible. Être fort, c'est dire qu'on ne va pas bien. C'est un point très important. Des personnes très fragiles peuvent avoir honte de demander de l'aide. Et notamment pour les hommes, ils vont demander au dernier moment, quand ils n'en peuvent plus. Ils vont voir le docteur et ils lui disent « mais ça ne va pas bien ». Le docteur dit « mais qu'est-ce que ça ne va pas ?»« Ben, j'ai plus de femme, plus de travail, plus de domicile, plus de chéquier, je ne vais pas bien ». La minimisation de la souffrance est dramatique dans cette problématique. C'est le patient de 17h53, le vendredi soir. Au dernier moment, demander de l'aide, de façon ambiguë. Je vais pas très bien, vous savez. C'est une pure catastrophe ambulante. Résultat de l'action pour le Air Force. Baisse du taux de suicide dans ce corps d'élite. Diminution des homicides, les grosses bagarres entre eux, ou dans la famille. Vous savez que le danger n'est pas dans la rue, il est dans les familles. Souvent un homme qui tue par jalousie, arrosé d'alcool, son conjoint. Baisse de la violence familiale. Donc voici un exemple où une communauté, et on pourrait le reprendre pour Renault, pour Peugeot, pour Saint-Gobain, pour comment on s'entraide au sein d'un corps. Même la Société Générale pourrait le faire. Efficacité de la réduction de l'accès aux moyens. Ce n'est pas la stratégie la plus élégante, la plus intelligente. Mais l'idée, c'est de rendre moins toxiques, moins accessibles les moyens létaux, c'est-à-dire mortels de suicide. Au Sri Lanka, au Pakistan, en Inde, en Chine, c'est les herbicides, c'est les pesticides, que ça ne soit pas à portée de main, à 2 mètres. Les médicaments. Une expérience remarquable aux États-Unis et en Angleterre. Réduction de la taille des blisters de paracétamol. On en vend moins à la fois, on en donne moins à la fois. Diminution des tentatives de suicide et surtout, un indicateur, diminution des demandes de greffe de foie. Je vous explique, quand il y a beaucoup de prise de paracétamol, ça fait une hépatolyse, le foie fond et réduit à rien, à mognon. Et il faut faire des greffes de foie. Moins de toxicité accessible,
moins de demandes de greffe. C'est un point important, c'est tout bête. J'attends même que l'industrie pharmaceutique en France ait l'idée de mettre sur les médicaments antidépresseurs, non pas en prendre tue, mais si vous allez très mal, demandez de l'aide. C'est-à-dire des messages de secours sur les boîtes de médicaments qui concernent les souffrances psychiques importantes. Certains pays l'ont fait. Réduction de l'accès aux ponts, aux édifices élevés, aux voies de métro, RATP, fait des actions. Ils essayent, les portes palières, voir les stations un peu à risque, les fosses anti-suicides, c'est-à-dire entre les rails, vous avez vu, il y a de l'espace, pour pas que la personne soit heurtée directement par la machine. Beaucoup d'actions. Très discrètes, on n'a pas à communiquer là-dessus. Ça doit exister discrètement. Pour les armes à feu, des pays, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, Angleterre, ont essayé de faire en sorte que, comme pour la piscine, comme pour la pharmacie, comme pour l'électricité, la maison soit sûre. Il y a eu une campagne de l'INPES, Institut national de prévention et d'éducation de la santé, il n'y a pas très longtemps, pour la maison sûre, pour éviter des accidents pour les enfants. On a, par mégarde, oublié les armes à feu. Pourtant, les armes à feu, c'est plus gros qu'un prion. Ou que l'hystérie de l'hystéria, vous savez, qui empoisonne les fromages. C'est assez gros une arme à feu, ça se voit. On sait les repérer, on peut les neutraliser. On estime que quand il y a 40 secondes de réflexion de plus pour se saisir d'une arme à feu et la charger, 2/3 des personnes changent d'avis. Ce qu'on appelle les retardateurs. Rambarde de pont plus élevée, médicaments plus durs à sortir, armes non immédiatement accessibles. C'est pas très noble, mais c'est assez efficace. Limitation des autorisations de détention des armes à feu, rachat des armes à feu inutiles au Canada et surtout en Australie. En Canada, les gens ont donné, et ils ont fait des monuments en bronze et en acier qu'on appelait le silence des armes. C'est joli. Et en Australie, ils ont racheté 500 000 armes à feu. Pour dire, si vous en avez une, elle est chez vous depuis... Est-ce qu'elle a tiré depuis 5 ans? Non. Quel sens cela a pour vous? Ah, c'est un souvenir. Ben, gardez-la. Mais mettez-la en sécurité. On ne sait pas quoi en faire. On peut vous la racheter 100 €. Ok. Ils en ont racheté 500 000. Ils considèrent que c'est coût efficace parce que perdre par arme à feu, c'est terrible. Trouver quelqu'un mort par arme à feu, c'est terrible. Et les blessures, les 8% de blessés qui survivent, c'est des blessures souvent horribles. Ça vaut largement l'argent du rachat. Au Canada, enquête, 8 jours ou un mois de délai, le conjoint doit être sollicité pour dire s'il est d'accord pour qu'il y ait une arme à feu de plus dans la maison ou la première arme à feu. Si la personne se sent menacée, elle a un téléphone où elle peut dire « Vous savez, l'autre jour j'ai dit oui, mais je suis tellement menacé, ne comptez pas sur mon avis, je vous dis non, 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 sauvez-moi. » Donc c'est les délais. Et puis en cas de retrait temporaire, notamment en Suisse, un médecin, un psychiatre, parce que la personne va mal, va faire un certificat pour retirer l'arme à feu, et quand la personne ira mieux, on lui restitue son arme à feu. Donc cette fluidité me semble tout à fait importante et protectrice. Ce n'est pas l'idée d'être contre les armes à feu, mais c'est faire en sorte qu'elles ne tuent pas les personnes de la maison. Environ 97% des cas, la personne tuée, c'est une personne de la maison. 8 fois sur 10 par suicide, le reste, homicide par jalousie, et le reste, accident, hélas, un enfant ou quelqu'un en train d'entretenir une arme. Ce sujet est un peu orphelin en France. Si vous connaissez des amis bien placés
qui ne sont pas contre les armes, mais qui aimeraient faire en sorte que les armes tuent moins en France, ça fait environ 2500 morts. C'est quasiment la guerre de l'IRA depuis le début. Mais c'est très silencieux, on n'en entend pas parler. Et pourtant, ça existe. On en parle quand il y en a deux de suite ou que ça fait un peu de bruit, hein, mais c'est vraiment une plaie. Les gatekeepers, qu'est-ce que c'est que ça? Ceux qui gardent les portes, ceux qui voient de la clientèle, ceux qui voient beaucoup de monde, qui sont-ils? Le clergé, les associations, les candidats en période d'élection municipale, des personnes sur les marchés, des pharmaciens, des aidants, des gens dans les gares, dans des points écoute, des employés dans les écoles, des secrétaires d'université. C'est des personnes qui voient beaucoup de monde et qui peuvent trier pour dire « mais aujourd'hui, vous n'êtes pas comme d'habitude, hein, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Hein. » Comment ils vont aller chercher ceux qui ne vont pas bien? Les programmes de détection des personnes en détresse sont assez efficaces. Ah, écoutez, vous n'allez pas bien jouer. Asseyez-vous un petit peu, on va discuter. Hein? Pharmacien, allez, on a un petit coin pour discuter. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon. Donnez des adresses, donnez des conseils. Ces programmes ont été efficaces notamment dans l'armée norvégienne et dans l'US Air Force. Mais on pourrait le faire, par exemple, dans les universités, pour les scolarités. Les étudiants qui ont des problèmes, qui ont raté les cours, qui ne vont pas bien, qui ne savent plus, qui sont quasiment perdus. Comment on va, plutôt que les disputer, leur dire qu'ils ne font pas bien, qu'est-ce qui ne va pas? On a vu en Allemagne, à Nuremberg, les policiers apprendre à dire à des personnes, notamment des hommes, qui n'allaient pas bien, qui avaient frappé leur femme, cassé leur voiture, cassé une chaise, une fenêtre. Monsieur, pour faire ça, vous ne devez pas aller très bien. Acceptez-vous de consulter le docteur Hans Huber, Bergstrasse, à côté, là, au numéro 2. Il travaille avec nous. Et tous les matins, on peut lui envoyer quelqu'un comme vous en difficulté. Acceptez-vous. L'idée, c'est de faire de l'interministériel au niveau d'un quartier. On passe du ministère de l'Intérieur au ministère de la Santé. Le décloisonnement est un grand vecteur de prévention du suicide. On dit que le diable est dans la cloison. La question, c'est où mettre le diable après, quand on a décloisonné. Mais il faut décloisonner, faire de l'interministériel au niveau d'un quartier. Il rentre par la porte de l'intérieur, on le fait sortir par le ministère de la Santé. C'est ça l'intelligence. C'est ce qu'on appelle l'excellence territoriale. Faire en sorte que tous les guichets puissent connaître les autres guichets et les erreurs d'aiguillage. Et que chacun ne reprenne pas tout à zéro. Les médecins généralistes. Les médecins généralistes sont en première ligne pour détecter la dépression, pour la soigner, et il y a une demande d'aide très forte auprès de ces professionnels. Les personnes qui sont mortes par suicide ont souvent consulté dans le dernier mois, dans la dernière semaine, en Finlande, 18% des personnes mortes par suicide ont consulté leur généraliste le jour de la mort. Le jour. Donc il y a une chance, ils se donnent encore des chances. Donc, de nombreux pays ont investi dans une meilleure formation des médecins généralistes pour traiter la dépression et de nombreux programmes, pas tous. Vous voyez, il y a d'autres pays qui ont trouvé des résultats où ça n'avait pas changé, mais actuellement, il y a plus de pays qui ont montré qu'une meilleure formation et intervention des généralistes était efficace. Notamment l'exemple de la ville de Nuremberg, qui a eu un bon résultat et qui a créé ce qu'on appelle l'Alliance contre la dépression, c'est-à-dire un ensemble de villes européennes, dont Cergy-Pontoise, essayent d'appliquer ce programme pour mieux détecter la dépression et diminuer le suicide.
Donc les médecins généralistes, qui, je vous le rappelle maintenant, sont des spécialistes de médecine générale, ont un rôle important. Prévention du suicide à l'hôpital, j'insiste sur ce domaine-là parce que environ 4% des suicides ont lieu pendant le séjour hospitalier, notamment en psychiatrie. La psychiatrie n'arrive pas à donner une assurance de la sécurité totale. Environ une admission pour 1000 en psychiatrie, privée ou publique dans les différents pays, se termine hélas par un suicide pendant le séjour hospitalier. Quand on hospitalise, il faut bien voir le rapport risque-bénéfice d'hospitaliser versus ne pas hospitaliser. Donc par exemple, en Italie, il y a un programme non encore évalué pour que tous les patients soient bien détectés quant à leur souffrance, qu'on recherche les antécédents de tentative de suicide, les facteurs de risque et surtout voir son vécu. Est-ce qu'il est bien là à l'hôpital ou au contraire, il a l'impression de côtoyer les portes de l'enfer? Le vécu est essentiel dans la crise suicidaire. On va y revenir. C'est une intervention directe, ça veut dire qu'on estime que le risque est suffisamment important pour que 100% des patients bénéficient d'une évaluation minutieuse et d'une protection adaptée. Prévention du suicide dans les établissements de santé, non, pas de santé. Il y a la santé à Paris, mais ça s'appelle un établissement pénitentiaire. Le taux de suicide avait augmenté à partir des années 92, flottait entre les 110 et 130 jusqu'en 2003-2004. J'ai eu l'honneur d'avoir une mission à la demande de, à l'époque, Dominique Perben, garde des Sceaux, et Jean-François Métis, ministre de la Santé, pour essayer de proposer des recommandations. J'ai visité 17 prisons, maintenant 25, et j'ai fait beaucoup d'auditions, beaucoup de rencontres avec les personnes détenues notamment. Ces recommandations ont été suivies en grande partie. 5000 personnes ont été formées grâce au programme déployé par la Direction générale de la santé qui fait un effort considérable depuis 2001 et qui permet de former des formateurs, je le fais personnellement, et ensuite ces formateurs forment les personnels et les bénévoles. Premier résultat en 2006, l'objectif était de diminuer de 20% en 5 ans. On est passé à 93 décès, donc une baisse supérieure à 20%. Le taux est passé, entre 2002, qui est l'année de référence, de 22,8 pour 10 000 personnes détenues à 15,5 en 2006. Les résultats, mais je ne vais pas vous les donner de 2007, vont dans le même sens. Ça montre que même dans des lieux où la prévention est quasiment réputée presque impossible, on peut faire des choses. Et personnellement, j'ai une ambition beaucoup plus forte, c'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la prévention du suicide, même en milieu pénitentiaire. L'organisation que l'on essaye de faire dans un tel milieu, c'est beaucoup de personnes capables de détecter, quasiment tout citoyen peut détecter une personne en détresse, et vous l'avez probablement fait de nombreuses fois dans votre vie. Ne pas abandonner trop tôt la personne, mais essayer de la confier, de construire ce qu'on appelle un filet de sécurité, dont la longueur est à peu près de 6 à 8 semaines, parce qu'une crise suicidaire, c'est long, c'est plutôt de 6 à 8 semaines. Entre les premières idées, l'aggravation, aller un petit peu mieux, aller un tout petit peu mieux, ne plus y penser depuis 3 jours. Le cycle est très long, les idées peuvent monter rapidement, on les quitte très très lentement. Parce que les solutions ne sont pas faciles à trouver dans le domaine des troubles psychiques, dans le domaine des conséquences sociales des troubles psychiques. Troisième ligne, quand un filet de sécurité avec un double pilotage en somme sanitaire, notamment le rôle des généralistes, social, parce qu'un petit peu un soutien social à apporter, n'arrive pas, on pense à la psychiatrie. Mais il ne faut pas que toutes les personnes suicidaires aillent en psychiatrie, parce que ça ferait des millions de personnes et le système serait paralysé. On va prendre que les personnes très suicidaires et qui ont un trouble mental important. L'idée,
c'est que dans une maison, une petite maison, alors je mets en vert, vous voyez, comme le fond d'affiche, hein, que dans une maison, quelqu'un qui ne va pas bien, dans son errance de souffrance, trouve son médecin généraliste, éventuellement un psychiatre, une infirmière, une assistante sociale, un service d'urgence, un service à la mairie, qui a l'art de travailler ensemble, de bien l'évaluer et d'apporter une aide qui lui permette de revenir chez lui et non pas d'aller vers les branches d'un arbre. C'est un enjeu fort au niveau des territoires en France, départements, régions, mais plutôt communes ou cantons. Comment on forme généralistes, psychiatres, travailleurs sociaux, bénévoles, téléphonie sociale, pompiers, policiers, gendarmes, pour cultiver l'art d'être successivement ensemble autour de souffrances. C'est la question de l'interministériel. C'est la question de se comprendre en demi-mot, très simplement, pour que les personnes aient un trajet le plus court possible, qu'ils fassent le moins de pas possible, que ça leur coûte le moins de paroles possible, qu'ils ne racontent pas 50 fois leur histoire, qu'ils n'attendent pas des dizaines d'heures, pour qu'ils reçoivent le plus vite la bonne évaluation et les bonnes solutions. Donc il y a un enjeu qui dépasse tous les ministères. C'est de l'interministériel. C'était la première partie. Au point de vue timing, c'est bon. C'est bon. Là, je vais parler de la prise en charge des suicidants, mais peut-être de façon un petit peu originale, en essayant de vous faire rentrer, et ça peut être douloureux, douloureux pour vous qui avez été éventuellement suicidaire vous-même, douloureux aussi parce que vous avez connu des personnes suicidaires et que quelquefois vous allez vous rendre compte combien c'était douloureux, effrayant, l'endroit psychique dans lequel ils sont passés. Donc, on va aller un peu en profondeur et donc je vous demande de mettre en route vos warnings, votre alarme du self. Protégez-vous psychologiquement. On ne va pas parler de choses très faciles. Mais on va essayer d'aller au fond du puits et de remonter. C'est l'enjeu d'ailleurs. Pour aider quelqu'un de suicidaire, il faut descendre dans le puits, faire la spéléo, là où il est, et le remonter. Première chose importante et facteur d'espoir, les personnes ne veulent pas mourir, elles veulent arrêter de souffrir. La plupart des gens qui commencent leurs gestes, qui commencent leurs idées, s'arrêtent. Mais il y en a tellement qui le font que par moments, il y en a qui vont au bout du bout. Mais l'immense majorité des gens qui ont des idées s'arrêtent. Même au dernier moment. Et c'est dramatique pour les gens qui ont perdu quelqu'un par suicide. Ça se fait jouer à pas grand-chose quelquefois. Même si les moyens étaient très très préparés, il subsiste une ambivalence. L'ambivalence, c'est là où on peut agir. Donc les gens ne veulent pas mourir, ils veulent arrêter de souffrir. C'est notre levier d'intervention. Quand la personne est en crise suicidaire, elle va mal. Elle est envahie par les émotions, elle a une tension psychique importante, elle avait 4 milliards de neurones, elle n'en a plus que 5. Par 5 milliards, 5 neurones. Quelqu'un qui va mal, quand on va mal, on n'en peut plus. On a la pensée embrouillée, on n'est bien nulle part, on ne sait pas ce qui va, on bouge, on se couche, on se lève, on commence des choses, on ne les finit pas, on n'est pas content de soi et on recommence. Elle ne trouve pas de solution, elle trouve quelquefois des mauvaises solutions, quelquefois des solutions comme boire, frapper, cracher, insulter, se fâcher. Beaucoup de personnes suicidaires vont réussir à se fâcher avec les 2-3 personnes qui pourraient les aider dans les derniers jours ou dernières semaines. La personne se coupe les perches, on lui tend des perches, elle casse les perches. Vous voyez ? Comme un gondolier qui ne pourrait jamais accoster. Il partirait à la dérive.
La crise, je ne peux pas la faire, c'est ce qu'on fait dans les formations, mais montrer que là, la personne est équilibrée, que sous les coups de boutoir de la vie, des événements négatifs ou la maladie, elle s'est d'abord désorganisée, puis elle devient la suicidaire, des idées et une intention, programmation, et dans le cas qui nous occupe, il y a eu un passage à l'acte là. Souvent le passage à l'acte va calmer, mais il faudra progressivement faire des progrès, et c'est plutôt long. Ça ne se fait pas en 2 jours, c'est pas parce que quelqu'un est hospitalisé 2 jours en urgence qu'il n'est plus suicidaire. Il est encore pas bien, il en parle moins, on voit un petit peu des signes d'amélioration, mais regardons aussi honnêtement encore tout ce qui va mal. Quand les gens s'aggravent, on surévalue les signes d'aggravation, il y a encore des choses qui vont bien, et quand les gens s'améliorent, on voit trop les choses qui vont mieux, il parle, il s'est rasé, etc. Mais on ne voit pas encore ce qui va mal. Donc la juste évaluation, c'est ne pas hypertrophier les signes d'amélioration, se rassurer trop rapidement. Des chiffres de l'INPES, toujours. On raccorde les données d'un baromètre santé. L'année dernière, 5 900 Français sur 100 000 ont pensé au suicide. Non pas de façon philosophique, mais pour résoudre leur souffrance. 5%. Si ce sont des jeunes filles, ce serait plutôt 16 000 ici. Si c'est des personnes âgées, c'est plutôt 1000 à 2000. Les personnes âgées pensent beaucoup à la mort, mais peu au suicide. Il y a beaucoup de freins pour penser au suicide. Bien distinguer, penser à sa mort, penser au suicide. Chez les jeunes, ils pensent beaucoup au suicide, mais pas tellement à leur mort. J'ai même entendu un petit garçon qui m'a dit « Je vais me suicider, mais je ne veux pas mourir. » Qui montre bien que le mot est devenu tellement banal qu'il peut être foncièrement dérivé. Sur 100 000 personnes par an en France, en moyenne, 300 font une tentative. Donc vous voyez qu'il y a des freins énormes pour passer de l'idée à la tentative. Et que la tentative soit mortelle, décès par suicide, c'est 17 en moyenne en France, pour 100 000. Vous voyez les freins énormes, 317. Sur 5 900, 5 883 vont renoncer au processus. C'est là-dessus que l'on fonde la prévention du suicide. Mais techniquement, comment faire qu'on n'en a pas 17, mais qu'on en a 16? Puis 15, puis 14, puis 12 comme les États-Unis, puis 8 comme l'Angleterre, puis 4 comme la Grèce. L'Estonie, Lituanie plutôt à 60. Mais ne nous consolons pas avec ceux qui vont pas bien, regardons ceux qui arrivent à faire mieux. Si je prends des jeunes filles des beaux quartiers de Paris, Passy, 15 ans, 16 ans, 1 ou 2 décès. Si je prends des hommes alcooliques, peut-être 100, 200, 300, 500, 1000. Si je prends des pédophiles incarcérés, 1000, 2000, 5000. Les gens sont très inégaux quant aux facteurs de risque, quant à la probabilité de mourir par suicide. Il y a des échelles quasiment logarithmiques. 1, 10 et 100, entre risque faible, 1, risque fort, moyen, 10, fort, 100. Il y a des écarts considérables. Pour nous éclairer sur ces écarts, pénétrons dans l'intimité d'un puits de la région de Louhans. Qui connaît Louhans? La Bresse noire, non? C'est un pays difficile. Je ne vais pas vous blesser, mais c'est un pays où on élève des animaux. Et pas pour la décoration. Donc c'est un pays où on abat quasiment tout ce qui bouge. Sauf les êtres humains. Mais globalement, il y a beaucoup de tristesse par moment. De tuer, et de retuer. Donc j'ai eu l'idée de la métaphore d'un puits dont la porte d'entrée, c'est des souffrances durables et insoutenables, induites essentiellement par les maladies mentales, la dépression, l'alcoolisme, les troubles de la personnalité, la schizophrénie,
une vie difficile, une enfance un peu gâchée, qui aboutissent à des idées, des intentions, etc. Mais regardons la paroi de ce puits. J'ai mis en rouge les facteurs de risque en rouge, des pierres glissantes et luisantes qui vous poussent vers le bas, qui vous attirent vers le bas, comme la lecture de la nouvelle d'Edgar Poe, La chute de la maison Usher. Je ne sais pas si ça vous dit. Un empire noir, même pas une luciole qui peut survivre, un verre luisant. Noir de noir. Voici mon puits avec ses parois lisses et glissantes. La personne suicidaire se sent glisser dans ce puits. Philippe Labro le décrit, William Saron le décrit, comme si le plancher craquait sous mes pieds. Heureusement, souvent, entre les pierres luisantes et glissantes, des petites herbes poussent. Ces petites herbes sont quelquefois tellement importantes, tellement généreuses, nourries par une famille, une école, un réseau de copains, de copines, un système de santé, que ça devient un tissu végétal qui envahit quasiment le puits, dans lequel il est impossible de s'enfoncer jusqu'au bout. Mais selon les personnes, vous n'aurez pas les mêmes. Une personne incarcérée m'a dit « Regardez », j'ai dit « Mais comment ça va ici ?» Il me dit « Regardez la dernière lettre de ma fille. Papa, quand est-ce que tu te tues ?» C'est très différent d'avoir 7 SMS par jour pour dire « Comment tu vas, Caroline, aujourd'hui ?» Le tissu végétal et social de protection n'est pas le même. J'ai même décrit tout au bout ce que j'appelle les pensées velcro. Ce n'est pas forcément facile à traduire, mais vous savez que nos chaussures de sport sont... Ça retient. Je vais demander à des personnes, à mes patients qui ont passé 20 minutes avec le fusil dans la bouche, « Monsieur, vous avez mis le fusil dans la bouche. Vous êtes resté 20 minutes. Mais vous l'avez enlevé. Qu'est-ce qui a fait que vous avez enlevé votre fusil de la bouche? Je ne pourrai plus entendre chanter ma petite fille. » C'est ça qui retient. Donc je vais chercher dans ma tête mes pensées qui retiennent, dans mon cœur les émotions qui retiennent, dans mes mains ce qui retient, dans mes pieds. Non, je ne veux pas y aller là-bas, je ne veux pas y aller. Donc on est dans cette cinétique, cette dynamique entre les facteurs de risque, souvent 5, 10, 15 pour les personnes décédées par suicide, et les facteurs de protection. L'intervention de crise, vous voyez une petite échelle derrière, c'est comment on va identifier si la personne a des idées ou a des intentions, elle veut le faire, ou pire, elle sait comment, où, comment, avec quoi, qu'elle a fermé sa vie, la lettre est écrite, le placard est rangé, les dettes sont remboursées, les outils sont donnés, même les clous pour le voisin. Donc savoir si la personne est à moins 2 mètres, moins 4 mètres, moins 53 mètres dans son puits de la région de Louhans. Ça veut dire que l'intervention de crise, c'est aller descendre là où il est, où elle est, stopper la chute et commencer à construire une petite via ferrata. Vous voyez ce que c'est qu'une via ferrata? Monter sur les montagnes un peu sécurisées, avec des bons points d'ancrage, des bons points d'arrimage, et remonter millimètre par millimètre. Avec 2 stratégies, réduire les facteurs de risque, la dépression n'était pas traitée, elle l'est traitée maintenant. Et deuxièmement, renforcer des facteurs de protection. Si votre papa, qui est décédé, qui est parti trop tôt, était là, qu'est-ce qu'il vous dirait? Il me dirait, reste là.
Regarde tes enfants grandir. Regarde-les pour moi. J'ai tout le temps là-haut. Donc on va travailler sur ce qui retient. L'enjeu de l'intention de crise, c'est un puits très noir, très sombre. Comment on va trouver des lucioles, des vers luisants d'espoir, et les cultiver, et les faire grandir, raisonnablement, mais les cultiver. Et redonner de la lumière dans ce puits, et remonter la personne. Bon. C'est un peu difficile, mais ça me semble important de vous montrer les enjeux, et beaucoup de personnes, vous l'avez déjà fait, sans forcément être au clair sur ce que la personne avait dans la tête. Mais il y a des personnes qui ont dit, vous savez, si cette personne ne m'avait pas dit ça, je ne serais pas là. J'étais à 2 doigts de le faire. Ça m'a sauvé. Et c'est souvent un petit geste, une petite attention qui va dériver la personne. Elle allait ici, on l'a remise dans un autre chemin. Donc c'est des petites énergies, des petits détails qui comptent. Alors, pour entrer en contact avec une personne suicidaire, il y a quelques éléments. Premièrement, établir un lien de confiance. La personne est humiliée, elle n'en peut plus, elle est fatiguée, on ne lui fait pas la morale. T'aurais pas dû, c'est pas bien, ta grand-mère va être fâchée. S'en fout, mais s'en fout complètement. Hein? Donc en général, on va approcher doucement, une voix grave, même pour les jeunes filles. Essayez d'avoir une voix grave, lente, et vous accompagnez la personne. Vous ne la tirez pas trop fort, vous suivez son rythme. Bien dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi en plus. Depuis quand tu ne vas pas bien? Ah, mais depuis qu'on m'a dit ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Suivez le lit naturel de sa souffrance. Accompagnez-le avec les pierres qui roulent du torrent, des tumultes ou des eaux noires. Ne pas penser aux solutions, écouter la personne. Deuxièmement, identifier ce que vit la personne. Souvent, ça peut être boudeur en apparence, l'air d'un oursin, des épines, fâché, irritable, claquant la porte, des paroles sèches, claquant comme un coup de feu. Mais quand on arrive à dire « mais tu es fâché », « oh je suis très fâché, j'en peux plus, tu sais », vous allez éventuellement avoir de la tristesse, de la culpabilité, de la honte, et souvent au cœur de l'impuissance. Je n'arrive plus à vivre, je ne sais plus quoi faire, tout ce que je fais, je le brise. Je prends un rendez-vous avec mon psychiatre, je m'énerve avec lui. Il me dit, j'appelle la police. Donc imaginez toutes ces boules de souffrance, mettre des mots, comme quand vous enveloppez des cadeaux pour Noël, la souffrance, il faut la nommer. Ça t'a profondément attristé que ta sœur te dise ça. Oui, vraiment, tu sais, ça m'a vraiment fait mal, parce que je l'aime beaucoup, ma sœur. Que ça se vienne d'elle, ça m'a... Oh, c'est incroyable, ça m'a fissuré le cœur. Et après, donc on va nommer, l'intervention de crise, c'est vraiment nommer la souffrance. Pensez aux souffrances fondamentales que chacun peut avoir. Être seul, pas de valeur, rejeté, raté. Je ne contrôle pas ma vie. Même ma femme, je ne sais même pas où elle est. Même ma boîte aux lettres, des lettres que je ne veux pas arrivent. Des huissiers, des menaces. Perdu contrôle interne. J'ai des pensées que je ne veux pas avoir. Hallucination. J'entends des voix qui me disent des choses terribles. Tue-toi, pends-toi. La schizophrénie. 1/3 des voix parlent du suicide. 1/3 des voix parlent du suicide. Des impulsions. Mes doigts ont envie de faire des choses que je n'ai pas envie de faire. J'ai envie de le prendre, ce fusil. Mais je ne veux pas. Peur de l'inconnu. Les personnes en crise suicidaire
sont dans un tunnel, je vous l'ai décrit. Donc c'est comme un cheval qui ne voit pas. Il ne voit pas les autres, il n'entend pas les bons mots, même il les tord les mots. Mais j'aimerais t'aider. Ah, écoute, fous-moi la paix. J'aimerais t'aider. Arrête. Et les gens cassent les perches qu'on leur tend. La pensée, encagée, comme un vieux perroquet qui tourne en rond et qui s'arrache les plumes. Je vois ma femme, ma femme. Arrêtez, monsieur. Attendez un petit peu. Ma femme, ma femme, ma femme. Rien ne pourra changer. Personne ne pourra changer le cours de ma vie. Impuissance à penser, impuissance à dire, impuissance à faire. Même la vie de mes enfants me fatigue. Ils m'énervent. Ils font du bruit. La dépression, c'est ça. Ne même plus pouvoir aimer ses proches. L'anxiété, être humilié, la honte, voire éventuellement les personnes très vulnérables, narcissiques, qui éventuellement vont être rayées par une remarque. Troisième temps de l'évaluation du contact, c'est quels sont les facteurs de risque. Les facteurs de risque, je ne vais pas tous les citer, il y en a environ 70, et on va regarder les plus gros. C'est ces pierres qui tapissent mon puits. Qu'est-ce qui fait que les personnes ont des souffrances durables et insoutenables? Des maladies, des conflits. Le suicide peut être conflictuel. Mes enfants sont fâchés avec moi. Mes enfants sont fâchés entre eux. Eh bien, disputent entre eux. Moi, je pars. C'est quelquefois immatériel. Oui, tu as tout pour être heureux, tu as une belle maison, tu as de l'argent. Mais le conflit est invisible. Et il peut tuer. Les principaux facteurs de risque ont trois sources. Une enfance marquée par des événements de vie, des pertes importantes et précoces. Maman est partie à 2 ans. Je n'ai même pas le souvenir. Les placements pour des motifs de négligence parentale. L'enfant n'a pas été changé pendant 48 heures. L'enfant a eu froid. Abus moral. Enfant bouc émissaire. Abus physique, frappé. Abus sexuel. Une de mes patientes m'a dit, vous savez, Monsieur Terra, quand j'avais 5-6 ans, j'ai dit à ma mère que mon beau-père, il me faisait des choses dans le lit, dans la salle de bain, aux toilettes. Et ma mère m'a dit, n'oublie pas, c'est qui te paye tes vêtements. Donc comment voulez-vous qu'une enfance, une adolescence et une vie ne soient pas massacrées par ça? Quel avenir est possible? Le seul avenir, c'est oublier ça et se couper, boire de l'éther, se faire peur aux autres, faire des conflits, tomber dans les bras d'un garçon puis d'un autre garçon, s'étourdir comme dans une soreuse, pour ne pas voir sa vie, se donner le tournis. C'est la recherche de sensations, ce n'est pas faire face à ses émotions. La psychopathologie, je l'ai dit, dépression, abus de substances, alcool, schizophrénie, trouble de personnalité. Et souvent, dans la dernière année, des événements consécutifs à la situation. Perdre son travail, se fâcher avec son conjoint, avoir des problèmes d'argent, plus de permis à point, plus d'amis, des reproches, des engueulades, des menaces. Beaucoup de pertes dans les dernières années de vie. Donc les facteurs de risque sont à chercher minutieusement. L'abus d'alcool, c'est 20 fois plus de suicides. Abus d'alcool chronique. 25 ans, chaque fois que j'ai un problème, je bois. J'ai un problème avec ma femme, je bois. Un problème avec les voisins, je bois. Un problème avec la voiture, je bois. Un problème avec les enfants, je bois. 1000 problèmes, une seule solution. Le mieux, c'est d'avoir une solution en fonction des problèmes. La dépression, 20 fois plus. La schizophrénie, 8 fois plus. Trouble de personnalité. La prévention du suicide passe par le traitement de ces troubles. Et en France,
Si nous observons une baisse du suicide pour les moins de 25 ans depuis 10 ans, baisse d'environ 36%, une baisse de 18% pour les aînés après 65 ans, nous n'avons pas de baisse pour les 35-59 ans, qui est l'âge où les maladies mentales font leurs gros dégâts, leurs grosses actions délétères. La dépression, la schizophrénie, l'abus d'alcool. Un exemple, un professeur de psychiatrie en Suisse, Julius Hanks, a suivi pendant 43 ans avec son équipe des personnes, des jeunes zurichois. Les personnes qui étaient déprimées et non traitées se sont suicidées 33 fois plus que la population générale. Et hélas, quand même, les personnes déprimées et traitées 13 fois plus. Vous rendez compte le fardeau que c'est la dépression. Et pourquoi on insiste sur un traitement précoce, notamment dans les 10 premières années de vie, de la maladie. Les voix, j'en ai parlé. Dans la schizophrénie, les hallucinations disent souvent « fais du mal, fais-toi mal », etc. Nos patients essayent de résister, mais c'est tellement insistant, c'est quelquefois jour et nuit, l'impression que ça ne s'arrête jamais, que la personne peut passer à l'acte. C'est bien sûr pour les cliniciens de bien détecter ce que disent les hallucinations et comment la personne peut freiner, résister. On pourrait presque faire un jeu de mots, demander à notre schizophrène. Évaluer l'urgence, c'est est-ce qu'il y a des idées, c'est la probabilité de mourir dans les 48 heures. Est-ce que vous souffrez au point de penser au suicide? Est-ce que vous avez pensé, si oui, comment le faire? Avez-vous pensé comment le faire? Est-ce que vous êtes rapproché de la rambarde du balcon? Vous avez commencé à compter les médicaments? Qu'est-ce qui vous a fait que vous avez repris les médicaments et tout rangé à nouveau dans la pharmacie? Je ne veux pas que ma fille me découvre. Je veux pas ceci, je veux pas cela. C'est ce que j'appelle les pensées velcro qui ont freiné. Posez les questions directement. Ne dites pas « Est-ce que par moment, tu n'aurais pas des idées gris un peu foncées ?» Pourquoi? Parce que ça fait Bambi découvrant la neige. Vous voyez, ou la glace. Il faut montrer que même si vous avez un petit peu peur, que vous êtes capable, que vous êtes costaud pour supporter ça. Une des questions les plus importantes pour la personne qui va mal, est-ce que l'autre pourra tenir le coup? Parce que se mettre un canon de pistolet dans la bouche, c'est terrifiant. Est-ce que l'autre, je peux lui dire? Est-ce qu'il ne va pas se liquéfier si je lui dis? C'est un enjeu important. Pour explorer une tentative de suicide, comment la personne l'a fait, quel geste elle a entrepris en termes de gravité, comment elle pense après le geste. C'est dommage que je ne sois pas mort. Au contraire, c'est pas loin. Je suis assez content. Très planifié. Est-ce qu'il y avait des témoins? Est-ce que des secours étaient possibles? Au contraire, la personne a fait 300 km, s'est mise dans un bois, tout seul, sans secours possible. Profondeur du désespoir. Et puis éventuellement, est-ce que je vais rejoindre quelqu'un qui m'attend? Ou est-ce que même ce quelqu'un me dit « Viens me voir ». Habituellement, les personnes décédées, quand on les fait parler, et moi j'ai fait beaucoup parler, disent « Mais non, t'as le temps, j'ai pas froid, j'ai pas faim où je suis ». Je me souviens d'une maman qui a perdu sa fille par maladie, et la maman me disait « Mais j'ai comme l'impression qu'elle a faim, qu'elle a froid là-bas ». J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'elle vous dirait, votre petite ?» Elle dit « Maman, j'ai pas faim, j'ai pas froid, j'ai tout le temps. Regarde-les grandir, mes petites sœurs. » Et vous voyez comment on peut inverser quand même et remettre la personne dans un autre chemin. Je passais dessus. Pensez aux moyens. Les armes à feu, je l'ai dit, il faut pouvoir mettre un élément entre la main et la chose. Il m'est arrivé, parce que plusieurs patients m'ont dit, vous savez, la nuit, notamment je pense à une femme, elle me disait pendant 8 jours,
tous les soirs, je m'attachais une ficelle à la cheville et je la mettais au pied de mon lit pour ne pas me jeter par la fenêtre pendant mon sommeil. Les gens se retiennent. Donc il faut y penser. Il m'est arrivé pour les personnes qui habitent, je ne dis pas le nombre d'étages, mais déjà que ça fait 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, de scotcher, de demander à elle-même de scotcher, avec du scotch d'emballage, l'espagnolette, pour qu'il y ait 40 secondes de s'énerver. La réussite, c'est « il y en a marre de se suicider, c'est trop compliqué ». Comme les rambardes, « oh, je vais m'accrocher mes vêtements, je m'abîme, allez, j'arrête ça ». Et de rage, « allez, j'arrête ça ». C'est tout gagné. Identifier le facteur qui a précipité la souffrance. Quel est le dernier événement qui a aggravé? C'est souvent une menace, la honte, une humiliation. On m'a dit ça en public. Un de mes patients, il y a eu un vol dans l'entreprise et on a réuni tout le monde. Et on dit, vous savez, il y a des vols. Et lui s'est senti visé. Non, il n'avait pas volé. Mais dans le passé, 30 ans avant, il avait fait un gros vol qui n'a jamais été découvert. Il s'est senti dans le collimateur. Il s'est retiré et il a commencé son scénario. Heureusement, il a été détecté. Mais là, c'est vraiment une menace, une perte. Je vais essayer d'identifier l'événement, de le travailler en urgence, de le diminuer la souffrance attenante à ça, notamment des ruptures, des pertes. Votre femme est partie, mais si elle était là, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Quelquefois, ce n'est pas des bonnes phrases. Elle va dire, c'est bien fait. Alors je vais dire, mais qu'est-ce que vous aimeriez entendre de sa bouche? Ah, je suis l'amour de sa vie, que je suis l'homme qui l'a rendu le plus heureux. Ça vous ferait plaisir d'entendre ça? Oh oui, vraiment. Puis je crois que c'est assez vrai. Je vais laisser les illusions aux personnes. On ne va pas tout gâcher dans ces moments-là. Si une personne, je la vois maintenant, elle accepte de me revoir dans 2 jours, 3 jours, je vais ce que j'appelle déminer l'agenda. Qu'est-ce qui pourrait, entre maintenant et demain ou après-demain, vous faire encore souffrir? Des mauvaises nouvelles, des dates anniversaires, le courrier. Quand un patient sort de l'hôpital, je demande à ce qu'on démine sa boîte aux lettres. Quand vous avez été hospitalisé 1 mois, vous mettez un tas de courriers comme ça sur la table de la cuisine. Qu'est-ce que vous voyez? Des dettes, des factures, des trucs, des soucis de plus. 10 à 15% des suicides ont lieu dans les 4 semaines qui suivent la sortie d'un établissement de psychiatrie. 10 à 15%, ça fait 1000 à 1500 personnes par an en France. On ne compte pas en France, mais si on extrapole ces chiffres-là. 5. Formuler la crise. C'est un moment donné où la personne suicidaire ou suicidante montrer qu'on a compris intimement les mécanismes de sa crise avec une longue phrase, et ça sera la seule, comme M. Christo enveloppe le Pont Neuf. Vous voyez, M. Christo, le Pont Neuf, montrer que le fardeau, on peut mettre des mots dessus et que la personne ne sera pas seule à le porter sur sa tête, mais qu'on sera 2 au moins. Et puis ensuite un peu plus, parce qu'il faudra faire une équipe pour porter tout ça. C'est une formulation, c'est pas « je vous comprends » ou « c'est compris, j'ai compris ». Non, je comprends que ça a commencé comme ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et maintenant, qu'on le sait bien, on va s'entraider. Briser l'isolement, aider les proches, aider les aidants naturels, aider les parents, les frères, les sœurs, les enfants à aider. C'est très lourd quelqu'un qui est suicidaire. C'est vraiment un fardeau. Donc les soutenir, donner des moyens de protection, donner des ressources, téléphonie sociale, qu'on m'a appelé si à 3 heures du matin ça va mal, donner les adresses des services de secours, s'il y a une hospitalisation, qu'on soit bien au clair sur l'urgence suicidaire, faire parler les personnes qui ne sont pas là, et notamment les tuteurs. Si l'enseignant qui a cru en vous, et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cru en vous, mais celui qui a cru en vous, votre tuteur au sens de Cyrulnik, Boris Cyrulnik, était là, qu'est-ce qu'il vous dirait? Il me dirait, fais pas de conneries.
Ça vous suffirait? Ah oui, oui, non, pour lui, hein, je suis prêt à pas faire de conneries. Donc un tuteur, quelqu'un qui a cru en vous. Et on a tous un enseignant qui a plus compté, ou un éducateur sportif, ou quelqu'un. Ça peut être pour des personnes qui ont une enfance avec de la maladie, une infirmière, un psychologue, un éducateur, un voisin, un sportif. Briser l'isolement. La psychiatrie est une ressource, mais ce n'est pas la seule ressource. J'insiste sur le côté interministériel. Bénévoles et professionnels, professionnels de santé mentale et d'autres domaines. Arrêter le processus autodestructeur, faire en sorte que la personne n'ait pas accès directement aux moyens du suicide, ne pas la laisser seule, qui va dormir à la maison, qui va la surveiller, et le week-end. Et puis bien sûr, penser à l'après-crise. Il y a eu ce geste, mais après, comment traiter la dépression, comment traiter les troubles de la personnalité, comment traiter l'abus d'alcool, l'abus de drogue, comment traiter les conflits dans la famille, comment traiter le problème social. Pas de formation, pas de travail, pas de logement. Comment faire une petite résurrection à petit feu pour cette personne. J'ai essayé en quelques temps, et en dépassant un petit peu, même beaucoup, j'ai essayé de vous montrer que la prévention du suicide est possible, qu'elle procède essentiellement par la diminution de la souffrance de la personne, et que là, des petits niveaux de souffrance en moins peuvent permettre de grands progrès. Il y a un effet de seuil. À ce niveau-là, c'est encore supportable. À ce niveau-là, c'est insupportable. Je baisse ça, je change un peu les choses. Je bois 2 bouteilles de vin, ça va encore. 3, je perds le contrôle sur moi. Il faut évaluer, détecter, protéger de nombreuses personnes pour éviter un suicide. En milieu même très dense en termes de risque, j'estime, en psychiatrie d'adultes, qu'il faut protéger 1000 patients pour éviter un suicide. Donc c'est des petits gestes systématiques pour tout le monde qui vont éviter. C'est vraiment de la prévention, ce n'est pas du soin. Détecter, rechercher, évaluer, protéger beaucoup de monde pour éviter un seul suicide. Il faut beaucoup de personnes formées. Et là, le ministère de la Santé, la Direction générale de la Santé a fait un effort colossal, puisque nous avons maintenant 450 formateurs en France qui ont formé plus de 20 000 personnes. Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est un début excellent. Et en France, nous avons besoin, pour prolonger cette action, ainsi que bien d'autres, besoin d'un programme de prévention du suicide qui soit porté au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du ministre de la Santé et peut-être d'autres ministres. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à me soumettre à vos questions.